Aujourd'hui, on va voir les fonctionnalités de l'assistant de cadrage en détail sur Nina. L'assistant de cadrage est accessible avec l'icône cadrage sur la barre de menu à gauche. Alors, les fonctionnalités sont les suivantes et elles sont nombreuses. On va faire une recherche d'objets à partir d'un catalogue. Ensuite, on peut faire une recherche d'objets à partir d'un fichier. On va faire un cadrage sur l'objet à partir de la position du télescope. On va faire une recherche et un cadrage d'un objet à partir du planétarium, interfacé avec Nina. On va pouvoir afficher l'image de l'objet. On va faire un affichage ou une modification des paramètres de la caméra. On peut faire également une création d'une mosaïque. On peut déterminer et ajuster la rotation de la caméra. On peut faire pointer et centrer le télescope sur l'objet cible. Ajout d'un objet cible à une séquence. Affichage des informations de l'objet dans le ciel. Une fois qu'on a cliqué sur l'icône, on va avoir l'écran de l'assistant de cadrage qui s'affiche. Alors une autre possibilité, c'est d'avoir choisi un objet dans le Sky Atlas et d'utiliser un bouton définir pour l'assistant de cadrage. Et dans ce cas, l'objet sera affiché automatiquement dans l'écran de cadrage. Sur l'écran de l'assistant de cadrage, on va avoir 5 parties importantes. Choix du catalogue pour la recherche d'un objet, plusieurs choix possibles, une fois trouvé, affichage de ses coordonnées et possibilité de modifier le FOV. Il est préférable de choisir un FOV de 3 à 4 degrés. Après, on aura les paramètres de la caméra. On peut changer par exemple la focale pour avoir une autre vue de cadrage. Ensuite, on pourra faire la gestion de la rotation et la création d'une mosaïque. On aura également la courbe d'observation de l'objet tout au long de la nuit. Possibilité de superposer la courbe d'illumination de la Lune. Enfin, on aura une barre d'outils pour gérer l'image affichée, zoom, quadrillage, etc. Sur chacune de ces parties, on va avoir plusieurs boutons disponibles. On peut utiliser les coordonnées d'un objet provenant de 2 sources distinctes. Donc les coordonnées de l'objet pointé par le télescope actuellement, ou bien les coordonnées provenant de l'objet pointé sur le planétarium. Donc une fois les coordonnées renseignées, on utilise le bouton charger l'image pour visualiser l'objet. Si l'objet est trop grand pour notre capteur, alors on peut créer une mosaïque en ajoutant des panneaux. Il est également possible de modifier la rotation de la caméra grâce au curseur disponible. Une fois notre objet déterminé et cadré, on peut utiliser les 3 boutons disponibles pour lancer la session. On pourra pointer le télescope sur la cible. On aura également un bouton déplacer, centrer, faire la rotation manuelle de la caméra et validation par Nina. Et enfin, on pourra ajouter notre cible à une séquence. Maintenant, on va voir en image toutes ces fonctionnalités. Donc nous allons voir maintenant toutes les fonctionnalités de l'assistant de cadrage. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais dit que l'assistant de cadrage peut être obtenu également à partir du Sky Atlas. C'est-à-dire qu'ici, on peut choisir par exemple un objet, M33, on va le rechercher, et à partir ici du bouton définir pour l'assistant de cadrage, et bien en fait, on va l'envoyer sur la fonctionnalité de cadrage. Et là, en fait, il est en train de rechercher notre objet M33 dans le catalogue ici qui est affiché dans la source de l'image. Voilà, donc là, il a obtenu l'image en fait de notre objet. Alors, on peut, à partir d'ici, changer en fait le catalogue source pour l'image. Donc moi, souvent, j'utilise le NASA Sky Survey car c'est le plus complet. Et à partir de là, une fois qu'on a saisi le catalogue, il faut refaire charger image pour aller chercher l'image dans ce catalogue. Donc ici, l'image est un peu décalée, donc on peut ici, grâce à cette option, recadrer en fait notre image. La barre d'outils de l'image ici permet quelques petites fonctionnalités intéressantes comme le zoom ici. Donc ici le fait de zoomer ou de recadrer l'image dans notre écran. On peut modifier l'opacité un peu du capteur, hein, ici sur le ciel.
obtenir quelques informations sur le nom des objets qui sont affichés, etc. Donc ici, si on regarde maintenant en détail notre assistant de cadrage, donc ici il nous affiche les coordonnées de l'objet, ça pas de problème. Ici on peut modifier le champ de vision en fait ici sur notre image. On peut également modifier ici les caractéristiques de notre capteur, donc pour en fait qu'il mette à jour ici le rectangle qu'on voit ici, ou dans mon cas c'est un carré car j'ai une caméra avec une cellule carrée. Donc ici on peut par exemple modifier la focale. Si on désire voir ce que pourrait donner, en fait on fait entrer et ici hop on voit qu'il a donc modifié, je dirais, la longueur focale, et donc il nous met en fait de nouveau ce que couvre le capteur sur le fond du ciel. Donc je reviens à 400. Voilà. Ici on va trouver des informations de cadrage pour la cible, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va pouvoir créer une mosaïque. C'est ici également qu'on va pouvoir utiliser, je dirais, l'option de rotation. Sachant que déjà, sur l'affichage de l'image, on peut déplacer ici notre capteur, je dirais, en cliquant évidemment au bon endroit, et modifier, je dirais, le cadrage de l'objet. Donc ici, quand je bouge en fait mon carré ici, mon capteur, en fait, on voit que ici, les coordonnées changent. Donc en fait, lors du pointage du télescope, il prendra ces nouvelles coordonnées. Ici, on a trois boutons en fait. Donc celui-ci, on le verra un petit peu plus tard. Ça sert donc à déterminer le cadrage réel donc sur notre setup. La rotation de notre capteur. Ici, on pourra donc pointer directement à partir d'ici l'objet cible, et on pourra également pointer, déplacer, centrer, pivoter, c'est-à-dire qu'ici il va faire un plate solving pour en fait bien centrer l'objet sur notre imageur. Ici, on a également ajouté la cible à la séquence, c'est-à-dire qu'ici on va pouvoir ajouter la cible qu'on est en train de visualiser ici au séquenceur pour peut-être commencer une première séance d'essai. Et ici on a comme sur le Sky Atlas, on va avoir la courbe d'observation en fait dans le ciel de notre objet. Donc on voit ici que l'objet est visible dans cette partie, dans la partie noire tout au long de la nuit. C'est ici qu'il sera le plus intéressant de faire notre capture d'image. Ici on a un petit bouton, si on clique dessus, qui permet en fait de voir la courbe d'illumination de la Lune. Ça peut être très commode pour savoir à quel moment on n'a plus de Lune par rapport à notre objet. Donc voilà ici, je dirais, les 5 parties en fait du cadrage. Donc on va voir quelques aspects de ces fonctionnalités. Donc au niveau du source de l'image, on va voir qu'on a plusieurs options ici. Alors les premières options de source d'image, en fait, ce sont des catalogues. Donc comme je vous disais, j'utilise souvent le NASA Sky Survey qui est le plus complet. Sinon, si on ne trouve pas un objet, par exemple sur le NASA Sky Survey, on peut rechercher sur les autres catalogues si l'objet existe. Par contre, il existe une fonction intéressante, c'est le Offline Sky Map. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet Offline Sky Map est un catalogue en fait en local, car pour les catalogues précédents, ici, il faut une connexion internet, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si on utilise l'Offline Sky Map, en fait, on va utiliser un fichier catalogue en local. Donc ici, il faut refaire charger image, et vous voyez, il a automatiquement rechercher dans ce catalogue la galaxie M33. Alors une particularité ici, c'est qu'en fait il affiche l'image de la galaxie. Or dans ce catalogue ici, on n'a pas les images, on n'a que les symboles en fait, que les noms des objets. Ça correspond à peu près au Sky Atlas de la Laser Plus,
où on peut, grâce à ce catalogue, je dirais, balayer le ciel à la recherche d'un objet. Alors, ici, on a un petit bouton qui permet en fait de supprimer les images ou de les rajouter. Alors, ça marche pas tout le temps, de les rajouter si, en fait, cette image se retrouve dans le cache de l'application Nina. Donc, si on regarde ici, on a cache, et ici, si j'ai déjà fait une recherche sur un objet, en fait, il met l'image en cache qui peut être réutilisée dans le Sky Atlas en local. Donc par exemple ici il doit y avoir, j'ai déjà fait une recherche sur M33, c'est pour ça, voilà, il est ici, donc c'est pour ça qu'en fait il me l'a affiché, hein. Donc ici on voit qu'il y a le nom de l'objet, son champ et la source en fait du catalogue. Donc si je reviens sur OfficeSkyMap ici, donc en fait si on n'a aucune image en cache, en fait on obtient cet écran. Et ici, à partir d'ici, en effet, on peut venir balayer notre ciel à la recherche d'un objet. Donc à partir de l'offline SkyMap, on peut bien évidemment, grâce ici à cette partie coordonnée, on peut rechercher un objet, par exemple NGC 896. Alors attendre que l'objet s'affiche avec ses coordonnées. Il faut cliquer ici, voilà, comme ça il change les coordonnées et ensuite on fait charger l'image. Car des fois ça peut poser des problèmes, hein, il n'arrive pas à trouver l'objet. Donc ici voilà, il nous a affiché l'objet et là on peut continuer comme avec un catalogue normal, je dirais positionner notre objet bien au centre ou sur un côté, enfin vraiment là où on veut que se fasse le centrage de l'objet. Ici, hein, on voit que les coordonnées, lorsqu'on bouge ici, en fait, ces coordonnées changent. On peut également ici utiliser ici ce curseur pour faire une rotation de la caméra. Donc une fois qu'on a trouvé notre objet, on peut évidemment basculer en fait sur un des catalogues pour obtenir cette fois l'image. Donc ici on refait charger image et là on aura l'image de NGC 896. Alors c'est parfois assez long, tout dépend de notre connexion et surtout également du serveur en fait de la NASA qui peut être sollicité et donc le changement de l'image est assez long. Donc voilà, donc l'image de la nébuleuse est chargée ici. Et là, comme je vous dis, on peut toujours évidemment essayer de recentrer un peu notre image. On peut également utiliser en fait notre cache pour aller chercher un objet. Par exemple, si je veux IC424, en fait je clique ici et je fais charger image et là il va aller chercher en fait ce qu'on avait déjà utilisé auparavant, donc une image en cache et afficher notre objet. Et là de la même façon on peut revenir ici et charger exactement la même image, bien sûr. Voilà, charge exactement la même chose. Une autre fonction intéressante à partir de source de l'image, c'est bien entendu l'option fichier. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir traiter, je dirais, plusieurs soirées d'imagerie grâce à cette fonctionnalité source de l'image fichier. Car en effet, on va aller chercher un fichier d'une session précédente pour pouvoir l'utiliser pour notre session suivante. Et comme ça, à partir de ce fichier, il va pouvoir, je dirais, utiliser exactement le même cadrage. Donc là, je fais charger image. Et par exemple, bon, je peux choisir alors, une image, donc vous voyez ici, donc, qui est d'une session précédente. Je fais ouvrir. Et là, en fait, il va nous poser une question. Il va nous demander, en fait, si on veut utiliser le plate solving déjà effectué sur cet objet, ou si l'on veut donc recommencer un plate solving pour recadrer l'objet. Alors,
les informations, je dirais, de coordonnées sont dans le fichier, hein. Nina les a inscrites dans le fichier, donc en fait ça veut dire ici, est-ce que je veux utiliser les coordonnées déjà existantes dans le fichier, ou est-ce que je veux recommencer le cadrage? Alors, ici, on voit qu'ici, on a deux options bon, qui ne sont pas très claires, donc en fait, réduction astrométrique pour tout le ciel, ça veut dire que, en fait, il va ignorer les coordonnées du fichier et il va recommencer un plate solving. Sinon, en fait, il va utiliser astrométrie, il va utiliser les références déjà inscrites dans le fichier. Bon, voilà, je vais utiliser ça. Donc, par exemple, et ici, il va charger le fichier. Voilà. Donc en fait, c'était apparemment M33 qui était ici. Donc on peut zoomer, hein, les noms sont tout petits. Donc on peut zoomer et il nous a mis en fait ici, voilà, il nous met ici qu'il a repéré sur notre fichier la galaxie M33. Donc maintenant, en fait, il va utiliser donc toutes les informations du fichier pour refaire le cadrage et pointer notre objet avec le télescope. On voit ici par exemple que la rotation en fait est assez précise, hein. Donc il a déterminé une rotation de caméra assez précise. Donc si on n'a pas bougé le setup d'une soirée à une autre, il ne devait pas y avoir de problème, hein. Il va cadrer vraiment pareil d'une session à une autre. Par contre, si entre-temps, entre deux sessions, on a bougé notre caméra, dans ces cas-là, il faudra utiliser en fait la fonctionnalité déterminer la rotation, qu'on va voir maintenant, pour vraiment avoir exactement le même cadrage que la session précédente. Pour la rotation de la caméra, suite à l'utilisation d'un fichier, il va falloir utiliser ici les informations qui sont données ici, car lorsqu'il a changé son fichier, il a déterminé en fait quelle devait être la rotation de la caméra sur la session précédente. Si on n'est pas sûr, donc si on a peut-être bougé notre caméra entre deux sessions, en fait il va falloir utiliser ici ce petit bouton. On clique dessus, déterminer la rotation, et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une acquisition et il va recalculer l'angle de la caméra. Bon, moi ici je n'ai pas mon setup en ligne, donc on ne voit pas grand chose. En fait ça veut dire que suite à cette rotation, cette détermination de rotation, il va nous afficher en fait une fenêtre, une pop-up, en nous disant voilà, il y a une différence d'angle entre les deux sessions. Donc il va falloir, je dirais, faire une rotation de la caméra pour coïncider avec la bonne rotation de 334-76 degrés. Alors pour cela, on peut utiliser, si on va dans l'équipement ici, on peut utiliser la fonction rotator ici, en mode manuel. Donc en fait, il suffit ici bon, ici par exemple, il était connecté, donc ici je le connecte, et ici donc, il nous dit que la position actuelle déterminée par par Nina sur le fichier était de 334,76 degrés. Si lors du plate solving il trouve un angle différent, il va ici afficher, on va pouvoir ici, grâce à ça, déplacer la position mécanique en cliquant sur ce bouton en fait. Il va nous afficher, bon ici c'est le même, mais supposons que il est trouvé, je ne sais pas, 350 degrés par exemple, si je rappuie sur le bouton, voilà. Il va en fait nous dire que la position courante, alors c'est pas celle-là, hein, c'est peut-être une autre, et que la position cible est à 350, donc il va nous dire en fait, il nous dit dans quel sens on doit déplacer la caméra pour faire coïncider notre angle. Et en fait, ce qu'on fait, bon, on le fait manuellement, et on revient en fait sur le cadrage, et on va refaire déterminer la rotation. Et donc, avec ces deux options, on va pouvoir ajuster de manière assez fine la rotation de notre caméra.
Alors on va pouvoir voir également deux autres fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire ici, chercher un objet à partir en fait de deux possibilités, soit à partir de la position actuelle du télescope. Donc si je clique ici, en fait il ramène les coordonnées de pointage du télescope actuellement, et hop, il va charger l'image de l'objet potentiellement pointé actuellement par le télescope. Donc dans mon cas par exemple ici je pointe sur M33. Une autre fonction intéressante, ça va être celle-ci, et c'est celle que j'utilise le plus souvent, puisqu'en fait c'est le fait de pouvoir pointer un objet à partir de Stellarium ou d'un autre logiciel planétaire. Donc par exemple, si sur Stellarium je pointe ici sur NGC 6914, en fait une fois que j'ai trouvé mon objet sur Stellarium, il suffit de revenir sur Nina et ici de cliquer sur ce bouton, et là hop, il va ramener notre objet du planétarium, charger l'image à partir de Stellarium. Alors bon, ici elle n'est pas terrible l'image, donc on peut toujours refaire avec le catalogue NASA, et donc ici on ramène donc l'objet à partir de Stellarium. C'est très commode puisque le catalogue de Stellarium est beaucoup plus fourni que les catalogues fournis par Nina. Donc voilà pour ces deux fonctionnalités très intéressantes qui permettent vraiment de trouver des objets qui ne seraient pas de Nina. Donc maintenant on va voir comment, à partir de la fonction de l'assistant de cadrage, on peut commencer à générer notre séquence. Donc dans le cas le plus simple, c'est on a centré notre objet et ici on a ajouté la cible à la séquence. Donc ici, si on clique ici, on a séquenceur simple et on a une autre option, séquence d'objet ciel profond, basique séquence target. Alors on va voir un peu toutes ces options. Donc le séquenceur simple, c'est simple, c'est-à-dire qu'il va, je dirais, envoyer notre objet au séquenceur, je dirais, pour commencer une session en fait rapidement, sans passer par, je dirais, le séquenceur automatique. En fait, cette fonctionnalité ici correspond à l'autorun sous Lazier+. Donc ici, on va pouvoir avec cet écran, donc on va pouvoir ici saisir les paramètres pour saisir nos lights, donc le nombre de séquences, les temps de pause, etc. Donc ça on le verra plus tard dans une autre vidéo. Si on revient sur cadrage, on peut également envoyer notre cible au séquenceur avancé. Alors on a deux options, donc c'est-à-dire qu'ici si on fait séquence objet ciel profond, en fait il nous envoie l'objet, je dirais, dans le séquenceur avancé, mais il nous envoie que l'objet. C'est-à-dire que ça va nous permettre peut-être d'envoyer plusieurs objets qui vont être imagés dans la même nuit. Si on revient dans le cadrage et qu'on fait cette fois ici séquenceur basique séquence target, en fait là il va générer, je dirais, une séquence en fait automatique un peu plus complète. Alors là en effet on ne le voit pas parce que comme j'avais déjà envoyé cette nébuleuse, en fait il n'a fait que la rajouter, donc je vais les enlever pour que vous voyez. Voilà, donc ici on voit donc qu'on a envoyé grâce à la fonctionnalité de cadrage notre nébuleuse, et ici il a, je disais, préétabli quelques instructions, mais ça on le verra dans la vidéo du séquenceur avancé. Il a déjà établi quelques fonctionnalités à faire automatiquement grâce au séquenceur avancé. Comme par exemple, il va déplacer, centrer, pivoter le télescope, il va faire une mise au point, il va démarrer le guidage, et en fait, ensuite il va déclencher les séquences.
Donc voilà pour l'aspect envoi au séquenceur. Donc maintenant on va voir comment utiliser la fonctionnalité création en fait d'une mosaïque. Alors dans Nina c'est très simple. Ici par exemple sur mon objet je vois qu'ici en fait je ne prends qu'une partie de la nébuleuse, donc si je veux en effet obtenir une nébuleuse complète, ben, je vais utiliser la mosaïque. Dans ces cas-là, je vais me servir des options qui sont ici. C'est-à-dire qu'ici, je peux rajouter des panneaux en horizontal et en vertical, et même centrer ma mosaïque ici, voilà, pour vraiment obtenir ma nébuleuse en entier. Je vais pouvoir également ici gérer l'overlap, c'est-à-dire le recouvrement, hein, donc on peut donc faire du recouvrement. Alors la valeur de 20-25% suffit. On va également pouvoir faire une rotation de notre mosaïque. Bon, ici, ce n'est pas la peine. Donc ici, voilà, par exemple, je vais vraiment la positionner. Les panneaux sont numérotés. Donc de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4 panneaux. On retrouve ici, en fait, nos panneaux, qui sont ici, avec les coordonnées de chaque panneau. Alors, ici, cette option, conserver l'alignement, en fait, pour l'instant, moi, je vais toujours laisser à off, je ne l'utilise pas, car en fait, ça c'est une option qui permet, en fait, de faire des rotations, en fait, par panneau. Alors, ce qui peut être assez complexe, donc pour l'instant, je n'utilise pas cette possibilité, mais si vraiment, sur une nébuleuse, on a besoin de faire des rotations de caméra suivant le panneau, pour avoir une nébuleuse vraiment entière, sans multiplier beaucoup de panneaux, ça peut être commode. Donc là maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à envoyer ici, en fait, notre mosaïque au séquenceur. Alors, on peut le faire d'une façon simple, avec le séquenceur simple. Si on clique dessus, en fait, il va générer automatiquement, je dirais, tous les panneaux nécessaires à la construction de notre mosaïque. Donc dans le séquenceur simple, en fait, ici, on retrouve nos 4 panneaux ici de la mosaïque. Alors, ce qui peut être commode, c'est en fait, ici, de pouvoir de renommer en fait notre panneau, hein, si on souhaite avoir une division. Par exemple, ici, ça c'est le panneau 1 à gauche, et ici, ça serait le panneau 2 à droite. Voilà. Donc on peut comme ça vraiment ne pas se tromper ensuite lors de l'assemblage au niveau des panneaux. Voilà. Ici on peut vraiment renommer chaque panneau. Ensuite sur chaque image en fait ici à sélectionner, on va pouvoir en fait saisir le nombre d'images que l'on souhaite ici. Donc en saisissant comme d'habitude, hein, donc ça on verra dans une vidéo comment on utilise le séquenceur. Donc, et ici on va donc positionner par panneau en fait le nombre d'images que l'on souhaite. Voilà, si j'en veux 20 et 280, voilà. Donc par chaque panneau, sur chaque panneau, on va indiquer en fait ici les paramètres de la séquence. Donc on aura la même chose en fait, si l'on revient sur la fonction de cadrage d'ici, on aura exactement la même fonctionnalité si on fait en fait ici avec le séquenceur avancé. En fait il va créer pour chaque panneau, voilà, bon, c'est un petit peu plus long, voilà, il va créer ici pour chaque panneau en fait une occurrence. Alors attendez, voilà. Il va créer en fait ici pour chaque panneau la suite des instructions, voilà, au niveau du séquenceur avancé. Le panneau 1, donc panneau 2, etc. Panneau 3, voilà. Donc ici, chaque fois, on retrouvera exactement la même série d'instructions pour chaque panneau. Donc voilà.
Donc voilà pour l'ensemble des fonctionnalités de l'assistant de cadrage, qui est assez riche et qui, malgré toutes ces fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités, il est assez simple d'utilisation. Dans la prochaine vidéo, on verra le séquenceur simple côté Nina et côté Azier Plus. Merci et à bientôt.